populations israéliennes. Ça, ouais. C'est alors tout à fait ça veut logique. dire qu'il va falloir rester vigilant jusqu'au moment où, j'espère que ça n'arrivera pas, que se produira quelque chose de plus dramatique, ou qui à ce moment-là entraînera une mobilisation. Je voudrais qu'on écoute votre intervention, Dov Maimon, qui porte précisément dans sa première partie sur la suite donc, de votre travail avec Didier Long, la fin des Juifs de France, dont vous allez nous parler. Et puis, on va revenir après, parce que vous abordez un thème plus israélien, proprement dit, sur l'identité israélienne, sur ce qui se passe aujourd'hui en Israël par rapport à l'identité. Et ça, c'est une question qu'on approfondira également dans la deuxième partie de cette vidéo. On vous écoute donc pour une vingtaine de minutes. Chers frères et chères sœurs, Ave Maria. Bon, écoutez, d'abord, quel bonheur de vous retrouver, de nous retrouver ici, quel moment magique de se retrouver ensemble. On est seuls mais ensemble, comme disait Francky Tapiron. Alors, ça veut dire qu'en fait, je voudrais... donc, ce que je voyais, je regardais les visages quand Didier était en train de parler, et je me disais, mais les gens se disent, mais c'est pas possible, comment on pourrait imaginer? Alors, comment ça se fait qu'on peut pas imaginer? Alors, la première chose pour qu'on n'imagine pas une chose comme ça, c'est que c'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Parce que depuis 1789, chaque génération était plus laïque, plus laïcisée, moins communautaire et moins proche de la religion et moins proche de la communauté que la génération précédente. Les gens, il y avait plus de mariages mixtes. Et depuis le début du XXIe siècle, d'une manière absolument incroyable, qui est contraire à toutes les théories qu'on connaît dans le monde, les Juifs sont plus religieux que leurs parents et plus religieux que ce qu'ils étaient il y a 20 ans. Donc on a un phénomène de l'entre-soi. Et ce qu'on voit ici d'ailleurs, c'est qu'on est dans l'entre-soi. Et donc, on ne comprend pas comment on pourrait tout à coup, alors qu'on a un judaïsme, Paris, capitale mondiale de la gastronomie cachère, 250 restaurants, une vie merveilleuse, des centres d'études partout, des gens qui, de plus en plus, comment ça pourrait tout à coup s'effacer? Alors là, je vais répondre tout simplement d'une manière assez brutale en disant que le judaïsme polonais était à son apogée en 1939. C'est une illusion d'optique. Ça veut dire que ça ne veut rien dire. Ce qui dépend de la communauté, de l'avenir d'une communauté, de la pérennité d'une communauté, c'est est-ce que les pouvoirs publics et la police va nous protéger. Et si elle nous protège pas, et comme a dit Didier, hein, la démographie, eux, ça dépend de la démographie. Si la maire de Strasbourg a annulé son jumelage avec Ramat Gan, et si le maire de Bordeaux a annulé son jumelage avec Ashdod, et si le maire de Grenoble a annulé son jumelage pour prendre avec des villages palestiniens, c'est parce que il y a des élections municipales et qu'il y a, comme il a dit, si les Juifs sont à 0,5% de la population et si 25% des jeunes de moins de 35 ans font le Ramadan, si 23% des jeunes bébés qui naissent ont un prénom arabo-musulman, alors ça veut dire qu'on a 50 fois plus de musulmans, en fait, dans les villes. Donc, dans les endroits où se trouvent les Juifs. Donc, les Juifs, en vérité, les gens vont aller suivant des calculs assez simples. Donc, l'État français ne fera rien, l'État d'Israël ne fera rien non plus. Donc, chacun doit penser à lui-même. Donc, rien de simple. Préparez chacun une petite valise avec un passeport en règle, de l'argent liquide, des adresses de goy chez qui pouvez vous protéger, et vérifiez le soir avant de dormir que vous avez de l'essence dans la voiture. Sinon, pas de quoi s'inquiéter. Tout va bien jusqu'à maintenant. Alors maintenant, je vais venir sur des choses plus importantes. Sans ça, je ne vais pas parler. Je vais vous dire deux choses. Alors, première chose, j'ai fait un podcast cette semaine en hébreu. Donc, vous avez compris. Bon, c'est moi qui ai écrit le plan pour l'Aliyah des Juifs de France pour Monsieur Benjamin Netanyahu. Donc, et là, cette semaine, j'ai fait un podcast en hébreu. Parce qu'en fait, pour les Juifs de France, on a écrit La fin des Juifs de France, où celui qui a envie d'avoir les yeux ouverts, eh ben, il prend le livre, il lit en 2 heures, ça se lit comme un roman policier, et vous allez savoir tous les chiffres, et vous allez voir pourquoi on arrive à ces analyses. C'est ce qu'on appelle du due diligence dans le monde du business, c'est-à-dire qu'on fait une analyse de risques, les risques endogènes, les risques exogènes, des choses comme je fais au gouvernement israélien classiquement. Et simplement, là, donc, j'ai fait un podcast en hébreu qui a passé maintenant les 400 000 vues. Je ne sais pas si vous imaginez, qui est sorti samedi soir, en hébreu d'1 heure, et qui passe partout, et donc qui est en train de dire ce que je suis en train de vous dire, et les gens comprennent que ce qu'on est en train de dire, ça fait vraiment, il y a de quoi s'inquiéter. Pourquoi je le fais en hébreu? Parce qu'en fait, c'est ici que ça se joue. En fait, ça dépend du gouvernement israélien, est-ce qu'il va mettre en place les structures, les plans, une commission gouvernementale pour faciliter, enlever tous les blocages, etc. C'est facile, vous vous rappellerez ABCDE, prenez des notes parce que c'est à l'examen. Alors, A comme avoda, ça veut dire travail, B comme baït, maison, C comme communauté,
D comme diplôme, reconnaissance des diplômes, et E comme éducation des enfants. Donc c'est simple, vous avez compris. Si on règle ces 5 problèmes, eh ben on va régler pas mal de choses. Beaucoup de Juifs, en fait, les Juifs de France savent pertinemment que leurs petits-enfants ne vivront pas en France. À quelle vitesse ça va aller, ça dépend des aléas, de toutes sortes de choses, on connaît l'histoire. De manière générale, les Juifs ont toujours une tendance à partir la dernière minute. Vous savez, c'est pour ça qu'on mange des matzot à Pessah. Vous savez parce qu'on est parti en la précipitation. Vous vous rappelez en Algérie, vous avez les Juifs sont partis une main devant, une main derrière, en 1956 en Égypte, etc. L'histoire se répète en permanence. Les Juifs sont des optimistes invétérés, parce qu'on se croit tous qu'on va sortir, on va passer entre les gouttes, parce que ça fait 2000 ans qu'on habite en France, on va quand même pas disparaître d'un jour à l'autre. On a vu le décret infâme de Napoléon, etc. Alors ce que je voudrais vous dire maintenant, ce qui me paraît très très intéressant, c'est sur ce qui est en train de se passer ici, dans cette salle. Alors, regardez, je suis quand même un anthropologue participatif, donc je vous dis un peu ce que je vois. Je vois d'abord que on est tous dans un même bateau, on est une communauté transnationale, c'est-à-dire qu'on vient à Jérusalem pour parler de l'avenir du judaïsme francophone, du judaïsme français, c'est extraordinaire. Donc je salue l'initiative qui est exceptionnelle. Et on se retrouve tous ici, en fait on est des frères et sœurs, vraiment c'est pour ça que j'ai commencé comme ça. Et puis, l'histoire collective s'écrit en Israël, on l'a entendu de multiples fois. On a compris qu'il y a un judaïsme en diaspora, mais c'est un judaïsme de bac à sable. C'est-à-dire, on parle du kasher, du Shabbat, de tout ça. Alors qu'ici, les questions, c'est les otages. Quelles doivent être les normes de combat dans une guerre asymétrique? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont nos priorités? On voit un judaïsme qui est complètement, vous savez que depuis le 7 octobre, on a un judaïsme qui est complètement renouvelé. Les gens, on a plus de 37% des jeunes qui font Shabbat, qui mangent kasher, qui vont, mais c'est un nouveau judaïsme, un nouveau qui émerge, qui est un nouveau judaïsme, qui n'est plus des identités figées, c'est des identités, les gens vont au slichot, au kotel, et puis on va aussi en boîte de nuit, etc. Donc un judaïsme déconstipé, je dirais une certaine mesure, un judaïsme, et on s'attend à des changements, c'est-à-dire quand le peuple juif revient sur sa terre, il se passe quelque chose. Et là, le judaïsme français a une contribution énorme, parce que c'est des gens qui ont... Je suis arrivé en retard parce que je parlais sur I24 News, sur la nouvelle proposition de loi par rapport à la rapporteuse générale de Gali Marav-Biara. Donc j'étais en train de parler de ça parce qu'on est en train d'avoir, après toutes les guerres, on a un grand changement ce qui se fait. Après la guerre de Kippour, il y a eu 2 grands changements dans le peuple juif et en Israël. Premièrement, ça a été un retour du religieux, alors que les premiers sionistes se sont opposés aux religieux, les Berdichevski, etc., et Yosef Chaim Brenner, etc. Et là, on a eu un retour du religieux. Beaucoup de gens ont commencé à faire teshuva. Aujourd'hui, 50% des enfants en cours préparatoire sont religieux ou haridi. On a eu une deuxième chose, c'est l'appropriation non seulement identitaire, mais aussi géographique. C'est là qu'on a tout le mouvement des implantations en Judée-Samarie, qui est le berceau du peuple juif historique. Et donc, on vit un moment biblique, on est en train de vivre ça. Le jour de Simchat Torah, tout le monde a regardé le ciel en disant « c'est un miracle que les osages nous reviennent le jour de Simchat Torah cette année ». Il n'y a aucun Israélien, même les plus laïcs avec lesquels je travaille, qui n'a pas senti tout à coup ça nous dépassait complètement. Donc, on est en train de vivre un moment magique. Et puis au niveau de la grande histoire, simplement de la méta-histoire, puisque je dis qu'on vit un moment biblique, en fait quand Herzl a écrit l'État juif ou l'État des Juifs, 80% des Juifs vivaient en Europe orientale. Aujourd'hui, plus beaucoup, quelques milliers. Et puis au XIIe siècle, 90% des Juifs vivaient sous l'islam. Aujourd'hui, quelques milliers. Et puis les gens rentrent à la maison. Quelque part, quand on vous dit d'enlever votre mezouza, c'est le temps de rentrer à la maison, vous savez. Donc on s'attend à ce que, d'une manière générale, et ce que j'ai écrit dans le rapport au Premier ministre il y a 2-3 semaines, en disant que tout simplement, on s'attend à une grande vague d'Aliyah des pays d'Europe de l'Ouest qui vont tout simplement rentrer à la maison pour des raisons démographiques, que ce soit la France et l'Angleterre notamment, parce que c'est tout simplement, la démographie, c'est elle qui pilote. On dit la démographie, c'est la petite aiguille de l'horloge. On la voit pas bouger, mais c'est elle qui indique l'heure. Voyez, donc c'est très simple. Alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors on est tous dans le même bateau. Marc Heisenberg ce matin a parlé de reset, des groupes de formation. Il faut savoir comment répondre à tous les arguments, les accusations. D'ailleurs, j'ai sorti après le livre du 7 octobre un livre sur comment répondre à toutes ces choses-là. Vous pouvez le trouver. Ça s'appelle Sionisme, Antisionisme, haine des Juifs, qui est disponible. Il a été imprimé à 30 000 exemplaires, distribué en France. Et j'ai fait des formations avec les groupes de jeunes et les étudiants, etc. Et puis ici, c'est ici que l'histoire va se jouer. Et on attend donc cette vague d'Aliyah énorme. On va aussi avoir une vague de Yérida en même temps. Ça veut dire qu'on va avoir une vague de Yérida. Ceux qui sont moins intéressés par le projet collectif, moins par le projet juif, ceux-là vont se sentir que... D'ailleurs, il y a des sondages très simples qu'on fait dans l'Institut de travail où je travaille, qui s'appelle Jewish People Policy Institute.
on est 50 chercheurs, hein, on a beaucoup de travail, on fait beaucoup d'études, et on s'aperçoit que plus les gens sont de gauche et laïcs, plus ils sont pessimistes, et plus ils sont de droite et religieux, et plus ils sont optimistes. Donc en fait, l'histoire est en train de s'écrire, nous vivons un moment magique, et nous vous invitons à rejoindre le pays de nos ancêtres, la terre ancestrale, et c'est ce que vous allez faire, autant le faire de bon gré, au lieu d'attendre la dernière minute pour manger de la matzah, et comme ça vous pourrez manger du pain. Allez, au revoir. Voilà.